Bonjour Rémi Lange. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans ce magnifique studio. Et avant, en off, là, avant que ça commence, donc je vous disais que je vous avais connu en 1996-97, c'était lorsque votre film Omelette était sorti. Je ne vous connaissais pas à l'époque, bien sûr, et donc j'avais été contacté par l'attaché de presse. Je sais que j'ai vu ce film, et ce que je me suis dit en sortant, c'est que je n'avais jamais vu de film pareil. Bon, déjà à l'époque, à part Andy Warhol et d'autres, il y avait moins de films où on parlait de l'homosexualité, où les gens se mettaient moins à nu. Et j'ai trouvé dans ce film, il y avait à la fois de l'humour et beaucoup de tendresse. On n'est pas, parce qu'après on est passé par des films qui étaient un peu plus larmoyants ou un peu plus, comment dire, trash. Et là, moi, Omelette, ça m'a bien plu. Et quelques, je sais pas si c'est quelques mois ou peut-être un an après, il y a eu Les yeux brouillés. Oui, c'était fait en 1994 et Omelette en 90. Voilà, donc et j'ai trouvé que c'était un humour. Moi, j'ai beaucoup aimé bon, Omelette, puis Les yeux brouillés. Donc c'est pas vraiment les œufs. Voilà, je vais pas expliquer aux spectateurs ce que c'est. Et alors du coup, j'ai suivi votre carrière et je me souviens donc ça devait être en 2004-2005, on a fait un très long entretien. Bon, à l'époque, je travaillais pour Ciné Libre. Et on avait fait, et peut-être aussi même Jeune Cinéma, on avait fait un long entretien. Il y avait Sophie Blondy. Oui, c'était en janvier 2016, je l'ai retrouvé. 16 Oui, en janvier 2016 par le chanteur. Voilà, c'était au moment de avec Sophie. Voilà, Oui. alors Sophie était là parce que vous travaillez beaucoup ensemble. Vous n'avez pas vraiment la même carrière, mais il y a des points communs, voilà. Oui. Bon, on a des points communs. Déjà par rapport au monde, par rapport à notre vision du monde, par rapport à notre vision des gens. C'est quelqu'un qui est très humaine, très sensible, un peu comme moi. Donc, et elle a une manière de filmer qui est assez poétique, que j'aime beaucoup. Alors moi, je sais pas si ma manière de filmer est aussi poétique que la sienne, je pense pas, mais enfin c'est un autre style. Mais en tout cas, dans la manière d'être au monde, on se ressemble. Alors oui, puis en plus, moi, quand je vous connaissais pas bien ni l'un ni l'autre, je me disais, c'est des noms qu'ils ont inventés exprès. Sophie Blondy, non mais c'est incroyable. Et Rémi Lange, parce qu'en fait, vous avez l'air d'un ange. Et donc, je me suis dit, non, c'est vos vrais noms, c'est bien ça. Oui. Rémi Lange, Sophie Blondy. Oui. Elle a rien à voir non plus avec Blondie, non, je crois pas. Le musicien. Donc, et en plus, elle est blonde, voilà. Blonde au sens simplement physique. Hein, oui. Voilà. Non, parce que c'est loin d'être le cas. C'est pas une vraie blonde. Alors, vous avez fait 23 films. Et alors, autre chose que j'admire bien dans votre travail et dans votre personnalité, c'est que c'est des films. Bon, c'est un peu péjoratif de dire des films fauchés, mais c'est quand même des films. Il faut qu'on ait. Sophie, maintenant, elle commence à avoir des productions, etc. Mais il faut avoir beaucoup de courage pour arriver à faire 23 films. Déjà, être à la fois son propre producteur. Je connais d'autres personnes qui travaillent, mais vous, il y a une espèce de régularité, peut-être pas de métronome, mais une force de création qu'il faut saluer. Voilà. Après, on pense ce qu'on veut de l'œuvre, mais ah oui. Après, bon, il faut c'est méritant. Disons que, en fait, j'ai pas choisi de tout faire moi-même. C'est parce que je ne trouve pas de producteur ou de moyens de production dans ce système qui fait que j'autoproduis mes films, j'autofinance comme je peux. Hein. Des fois, j'injecte beaucoup d'argent, des fois très peu d'argent, des fois. Enfin voilà, j'autofinance, j'autoproduis parce que le CNC n'aide pas des cinéastes comme moi. En fait, parce que les sujets que je traite sont trop tabous, on va dire, ou trop sulfureux pour le CNC. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal à trouver de l'argent via le CNC. Alors, à la fois un producteur qui s'intéresse à mes projets, et qui pourrait trouver de l'argent, lui, via sa société de production. Donc, je me retrouve tout seul. Et en étant tout seul, il est impossible de recevoir des subventions du CNC quand on est en autoproduction, en fait. Le CNC autorise un film autoproduit à sortir
à avoir un visa d'exploitation, mais ils ne donnent aucune subvention à un film autoproduit. Donc du coup, je me retrouve obligé de prendre mes fonds propres. Serpent qui mord sa queue, quoi. Oui, c'est-à-dire que dans la société civile, on va dire, les pauvres sont aidés par l'État, mais dans la culture, les pauvres cinéastes ne sont pas aidés par l'État. Ils n'aident que ceux qui peuvent se permettre d'avoir une société de production à 50 000 euros, parce qu'il faut 50 000 euros pour produire un long métrage. Et ensuite, il faut avoir l'argent pour payer les gens. Donc, sans payer les gens, on n'a pas l'agrément du CNC. Sans agrément du CNC, on peut pas. La société elle-même de production ne peut pas recueillir de subventions du CNC d'aide à la production, et le distributeur ne peut pas avoir d'aide à la distribution. Donc, en fait, quand on n'a pas l'argent dans le milieu du CNC, on reste sans argent. Donc, ça veut dire sortir un film sans attaché de presse, puisque le distributeur... Sauf pour Omelette. Non. Le premier. Ah oui, mais... Alors, il y avait une attachée ou un attaché, oui, c'est ce qui m'a contacté. Oui, il y avait eu un attaché de presse parce que le distributeur, le film n'ayant pas d'agrément, avait pris son propre argent pour payer l'attaché de presse. Ben, c'est là qu'on voit que c'est utile quand même d'avoir un attaché de presse. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est comme ça que le film se fait connaître. Hein. Ah oui, c'est comme ça que le film se fait connaître. Après, c'est moi-même qui fais tout, du coup, du scénario jusqu'à presque l'attaché de presse. C'est-à-dire, je contacte les journalistes jusqu'à... même maintenant, j'en suis arrivé à appeler certaines salles de cinéma que je connais, donc je joue le rôle un peu du distributeur. C'est par la force des choses que j'autoproduis mes films. C'est-à-dire que je suis marginalisé. Certains disent que je me marginalise. Non, je suis marginalisé parce que je n'ai pas d'argent. Donc je suis obligé. Si j'attends qu'un producteur produise mes films, je peux attendre longtemps. Ceci dit, alors j'ai un dernier projet qui est produit, enfin qui va être pris en charge par un producteur qui s'appelle Ellis Film et qui va chercher de l'argent pour mon projet. Mais ça fait déjà 1 an et demi qu'il cherche parce que c'est pas facile de trouver de l'argent pour le genre de film que je fais. Et ça fait 1 an et demi qu'il cherche et moi je ne veux pas attendre à chaque projet 1 an et demi, 2 ans. Après, imaginez qu'il trouve l'argent dans 1 an, il faudra attendre encore 2 ans avant le tournage ou 1 an. Enfin voilà, c'est un film tous les 5 ans si on fait un film via une production classique. Donc moi, je suis un peu impatient et je fais des films aussi parce que je suis impatient, parce que je peux pas attendre trop longtemps, et puis aussi parce que j'ai les moyens moi-même de faire des films. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec la technologie actuelle, on peut faire des films à la maison. Donc du coup, je fais des films à la maison il suffit d'avoir une petite caméra 4K. Il suffit d'injecter des images dans la machine et après d'avoir un logiciel de montage. Et puis moi je fais mes films sur même un ordinateur portable, même pas de salon. Et je fais l'étalonnage moi-même, je fais le mixage moi-même. Bon, après j'ai l'aide d'un mixeur qui m'aide un peu. C'est la seule partie que je sais pas bien faire, c'est le son. Donc du coup, je filme mes différents bandes son. Je fais l'étalonnage. Oh là 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 là. Oui. Alors, parce que ça coûtait extrêmement cher de faire l'étalonnage par c'est 500 euros par jour, 300 euros par jour. Donc j'ai pas les moyens. Donc du coup, je le fais moi-même dans l'étalonnage. Bah franchement, chapeau. Mais alors parlons concrètement. Je suis bavard. Hein, Quoi? Je suis bavard. Non, mais pour ce genre d'émission, il vaut mieux parce que moi je parle pas beaucoup. Ah bon, bah, ça va. Comme ça, on se complète. Non, mais concrètement, combien ça coûte un film? Ça dépend de à chaque... peu près à la louche. Je dirais un long métrage, ça peut aller de 2 000 à 6 000 euros, je dirais. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est le plan d'épargne logement? Comment vous faites? Comme je travaille à côté, donc du coup, oui. chaque mois, je mets un petit peu d'argent de côté sur mon livret A et à un moment donné, je pioche dedans pour pouvoir faire le film. Ou alors, je pioche même un peu dans mon salaire parce que je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Donc du coup, d'accord. Donc c'est une passion, quoi. C'est quelque chose. C'est une passion. C'est une nécessité pour moi de faire des films. C'est le sens de ma vie. Enfin, c'est ma raison de vivre, on va dire. Donc du coup, sans ça, c'est ce qui donne un sens à ma vie, quoi. Sans faire des films, j'ai l'impression c'est aussi dans l'idée depuis le début de laisser une trace de moi, combattre un peu l'absurdité de la vie où on est, on meurt et puis voilà, on sait pas pourquoi on est sur Terre. Moi, ça donne un but à ma vie de laisser une trace de moi et puis aussi
pendant cette vie d'exprimer des choses qui, comment dire, me sont chères, quoi, me tiennent à cœur, que, soit sur la société, sur les tabous de notre société, sur les limites qu'on s'impose et sur les frontières et les frontières nos propres frontières qu'on doit dépasser, les frontières entre les pays, les frontières entre les gens. Casser les frontières, c'est vraiment une notion qui relie tous mes films. Enfin, je veux dire, Mais il y avait le film Partir en 2009. Oui, voilà, ça parlait aussi de ça. Ça parle de ça, ça parle d'un jeune qui quitte son pays natal, la Tunisie, pour arriver en France, qui immigre. Et mon dernier film que je suis en train de tourner actuellement, quand je peux, les week-ends. Quand je ne travaille pas, parle de ça aussi. C'est-à-dire un migrant qui arrive en France, un migrant ivoirien qui arrive en France, dans une société totalitaire, gouvernée par un gouvernement d'extrême droite, et où les lois contre les migrants sont hyper dures, et l'accès à l'asile politique est vraiment... on va dire semé d'embûches, c'est-à-dire que c'est très difficile pour lui. En fait, il est soumis à un système de notification comme en Chine, hein. C'est-à-dire on l'observe avant les gens qui l'hébergent le notent, et il doit avoir une bonne note pour pouvoir déposer son dossier de demande d'asile politique, ce qui n'existe pas du tout actuellement. Mais donc j'ai inventé ce monde-là, un peu dystopique. C'est une dystopie, oui, alors, c'est une dystopie. Et c'est le même acteur qui joue dans... Dans Renaître, non. Dans Renaître, c'est Herman Kimpo, qui est un acteur congolais, alors que là, c'est un acteur ivoirien qui faisait un tout petit rôle dans Renaître, et qui vit à Marseille. Donc du coup, c'est plus facile pour moi de tourner à Marseille quand je peux. Donc et puis comme je lui ai fait faire un essai devant la caméra, j'ai trouvé qu'il jouait très très bien, qu'il improvisait bien en fait, parce que moi je demande qu'on utilise sa propre personnalité et d'improviser devant la caméra souvent. Donc du coup, et de parler avec ses propres mots, sa propre personnalité. Donc du coup, comme j'ai vu que tout ça fonctionnait devant la caméra en lui faisant faire un essai, je me suis dit, est-ce que tu veux bien jouer dans ce nouveau long métrage? Je lui ai expliqué que c'était une dystopie, que bien entendu que ce qu'il allait subir dans le film n'existe pas actuellement, mais que ça allait être un peu dur parce que il traverse le personnage du film traverse vraiment des moments difficiles. Il m'a dit OK, donc et puis comme il habite Marseille comme moi, donc c'est plus facile pour tourner quoi, parce que Herman habite à Paris, donc c'était plus difficile quoi. Et puis je voulais surtout, il a un accent ivoirien très très fort. Il parle pas trop bien français encore parce que malheureusement il n'a pas eu l'occasion d'aller beaucoup à l'école. Donc du coup, je voulais utiliser cet aspect-là aussi, un peu. Voilà l'aspect brut d'un migrant qui parle, et même on comprend pas toujours. Pour faire réaliste, quoi. Voilà, pour faire vraiment. Alors que Herman est quelqu'un qui est depuis plusieurs années en France et qui a fait beaucoup d'études. Donc du coup, il a un niveau de français très très bien. Et on a du mal presque même à croire qu'il vient d'arriver en France tellement il parle bien. Donc oui, lui dans Renaître. Oui, voilà. Oui, dans Renaître, Herman, il parle un français très châtié même. Hein, oui, il parle très très bien, et donc du coup, il écrit très très bien d'ailleurs. Et donc du coup, je voulais vraiment cet aspect un peu brut du migrant qui vient d'arriver, qui parle à peine la langue et qui s'exprime avec un fort accent africain. Et Sophie Blondy, j'ai entendu dire qu'elle serait dans le film. Oui, elle va faire un tout petit rôle. Un tout petit rôle. Je lui ai offert un plus grand rôle, mais elle n'a pas aimé le rôle parce que c'est le rôle d'une femme un peu dure, autoritaire, et je crois que ça lui convient pas. Ça va mais c'est pas grave. Un rôle de composition. Oui, mais elle aime pas trop. Elle aime pas trop se forcer à jouer le rôle d'une méchante entre guillemets, parce que c'est pas dans sa personnalité. Je crois que ça remue trop de choses en elle. Hein, D'accord. Enfin, je crois. Elle aura un rôle de quoi alors d'une femme qui va aider le migrant. D'accord. Une militante des accueils qui va aider le migrant à trouver son chemin. Mais pas symboliquement, mais vraiment son chemin dans la ville. Un tout petit rôle comme ça. Elle va indiquer un lieu où la doit rue aller. est à droite et puis à gauche. Voilà, d'accord, ok. Symbolique, mais bon, c'est Sophie. J'aime quand elle joue dans mes films. Voilà, quand elle joue, c'est génial, quoi.
Ben, c'est bien. Donc elle en prépare un aussi, mais enfin, on n'est pas là pour parler de Sophie Blondy. Bon. Alors, je disais donc 23 films, excusez-moi de revenir toujours à des choses malheureusement matérialistes, ce qui veut dire qu'avec un budget de 6 000 euros, vous pouvez pas payer les acteurs. Bien. Eh ben non, je peux pas payer les acteurs. Tout le monde est bénévole. Alors c'est dans le cadre d'une association, souvent qui est les films Bélanger Association, ça a été fait. Et là, donc du coup, les gens sont bénévoles, ils participent à la création d'un film ou d'une œuvre littéraire, le but de l'association, et ils deviennent membres bénévoles de l'association. Mais je ne peux pas payer les gens, et voilà, c'est comme ça. Sinon, je ferai pas de film, quoi. Parce que à moins que je fasse un film auto-centré où je me filme que moi-même, mais et donc je peux pas payer les gens, payer les techniciens, tout le monde est bénévole, hein, en général. Hein. D'accord. Et en moyenne, alors, si vous avez des chiffres, un film comme ça, par combien de personnes est-il vu? Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Oui, je sais, parce que, enfin, je l'ai su, les deux, ça dépend si le film sort en salle ou pas. S'il sort en salle, on connaît le nombre d'entrées, puisque tout est comptabilisé par le CNC. Donc, pour l'œuf dur, qui est je sais plus quel film c'est, je crois que c'est le 8e. Oui. Ou le 7e, je m'en rappelle plus. 7e. 7e. Donc, l'œuf dur qui est sorti en 2019, ça fait à peu près 900... Non, 600... 700 entrées, à peu près. 750 ou 700, je me rappelle plus. Hein. Et le chanteur avait fait 900 entrées. Mais et Omelette? Alors Omelette, il avait fait 5800 entrées. Ah voilà, lui, il a eu beaucoup de succès. Oui, il a eu beaucoup de succès parce que c'était une des premières fois. C'était la première fois qu'on faisait un coming out filmé. J'étais le premier au monde à le faire. Donc du coup, enfin, sans me vanter, mais c'est ce qu'on a dit et c'est ce que j'ai appris après l'avoir fait. Donc du coup, oui, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était très très étonnant et émouvant. Et il existe en DVD. Omelette existe en DVD, en VOD. Donc après, ça multiplie le nombre de spectateurs. Ça multiplie le nombre de vues. C'est-à-dire qu'un film, s'il sort en salle, on connaît exactement le nombre d'entrées. Là, je vous ai cité des films qui sont sortis en salle. Et Les Yeux Brouillés, qui est mon 4e film sorti en salle, il avait fait 2800 entrées. Là, on connaît le nombre d'entrées. S'il sort qu'en DVD, on connaît le nombre de ventes. Et si c'est en VOD, on connaît aussi à peu près le nombre de vues. D'accord. Donc ça, on le sait à peu près. Mais mes films sont pas vus par des millions de personnes. Hein. Celui qui a été le plus vu, je pense que c'est Omelette. Tariq El Rob aussi a été vu pas mal parce qu'à l'époque, c'était aussi le premier film. Tariq El Rob, Le Chemin de l'amour sur le. Je ne le connais pas. C'est le premier film sur l'homosexualité et l'islam en fait, la religion musulmane. Ah oui, d'accord. Non, donc du coup, tous les festivals gays lesbiens du monde, c'était en 2003. L'ont programmé. Donc du coup, il a fait le tour du monde le film. Et puis il est sorti en DVD aux USA, en Allemagne et en Israël. Donc du coup, il y a eu et en France bien sûr. Donc du coup, il y a eu certains. C'est pour ça qu'on est étonné parce que quand même il y a des spectateurs, il y a de la demande, il y a des festivals. Alors et ça permet pas à un réalisateur de travailler. Non, parce que si vous voulez, pour être produit, je pense en France, il faut être bankable et pour être bankable, il faut que ton film ait fait des milliers d'entrées. Si par exemple vous faites un film et qui sort en salle et puis d'un seul coup c'est un méga succès, donc vous allez attirer l'œil des producteurs, un peu comme ça avait été le cas pour Omelette. Omelette, je l'ai sorti, il y a eu 5800 entrées, je suis passé plusieurs fois à la télé, il y a eu un certain écho médiatique, on va dire, aussi de bonnes critiques presse, etc. Donc du coup, il y a un producteur qui s'était intéressé à moi, qui est Magourik, qui m'a dit j'aimerais bien produire tes autres films, et donc à ce moment-là, il a voulu produire le deuxième, donc il a récupéré en quelque sorte Les Yeux Brouillés qu'on a refait en 35 mm et puis on a rechangé des choses dans le montage parce que j'avais mis des droits musicaux dont j'avais pas les droits, donc du coup on a refait un peu certaines parties, mais il a trouvé des subventions avec sa structure pour pouvoir finaliser le film Les Yeux Brouillés qui était tourné en Super 8 en 35 mm. Donc, quand on fait un film qui a un petit peu de succès, on va dire, public, là, on trouve un producteur. Mais si on fait pas d'entrée, personne ne s'intéresse à votre travail. En fait. C'est quand même un système commercial, le cinéma. C'est pour ça que je continue à faire des films malgré ça. Parce que si j'attends qu'un producteur me produise ou qu'un de mes films fasse des milliers d'entrées pour continuer, j'attendrai toujours, en fait. C'est très difficile. Donc, je fais des films.
déjà, c'est important de faire le film et qu'il soit abouti, c'est-à-dire que on soit satisfait du film. C'est déjà un énorme travail. Ça demande quand même entre, je dirais, 9 mois et 1 an entre le tournage, surtout quand on peut. C'est pas un tournage qui s'étale sur 2 mois. C'est un tournage qui s'étale sur plusieurs mois parce que je le fais le week-end ou quand les gens peuvent. Et après, il faut monter le film. Donc, l'avantage quand on se fait sur plusieurs mois, c'est que je monte au fur et à mesure. Donc ça c'est bien, mais après il faut quand même une fois que toutes les scènes sont collées, une fois qu'on a l'ours, faut remonter, ça prend quand même 9 mois à se faire, puis après il faut peaufiner, le son, les images, l'étalonnage, donc du coup je dirais que ça prend 1 an un long métrage, donc du coup ça prend du temps, mais toujours est-il que je continue parce que sans ça, je ferais rien, quoi. Si j'attendais qu'un producteur me produise mes films, je ferais rien, quoi. Mmh. Et puis, on a encore la possibilité de sortir des films en salle. Si on trouve un distributeur qui soit assez, on va dire, oui, audacieux pour pouvoir sortir ce genre de film. C'est-à-dire, lui-même, il veut pas toucher de subvention avec un film sans agrément, parce qu'il saura très bien qu'avec le film sans agrément, il ne touchera pas de subvention du CNC, donc il prend son propre argent pour sortir le film, et des fois un cinéma, on va dire, vraiment fait avec le cœur, sans compromis, voilà, qui est un cinéma osé, on va dire, un cinéma différent aussi, et il y a très peu de distributeurs qui défendent ce genre de film. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Destiny Film et puis maintenant Bon Voyage Film, mais maintenant ils sont très très peu nombreux à distribuer des films sans agrément. C'est-à-dire que maintenant les films qui sont faits sans agrément, autoproduits, les films que certains appellent sauvages, d'autres amateurs, enfin bref. Moi, j'ai appelé underground. Ou underground, voilà, il y a plein de dénominations possibles, mais tous ces films-là, sont bientôt destinés soit dans des festivals de films, ou à la VOD après. Ils iront direct en VOD, ou même en DVD, mais maintenant, comme le DVD se vend presque plus au niveau des particuliers, hein, donc du coup, un film comme ça, maintenant, il se retrouve en VOD, quoi, directement. Et donc, est-ce que ça l'argent? Pardon, est-ce que ça va être le cas de Renaître? Alors, je sais qu'il sort le 26 novembre. Alors, Renaître, il va être en salle. Il va être en salle, donc, mais c'est très. Mais où, à Paris, à Marseille? Alors, on ne sait pas encore, parce qu'il se décide à la dernière minute. Je sais pour l'instant qu'on a une salle au Cinéma Opéra de Lyon, mais pour Paris, il y a plusieurs salles dont on attend la réponse, par exemple. D'accord. Et le distributeur m'a dit que c'était de plus en plus difficile de distribuer un film en salle, en général, déjà. Parce qu'il y a plus de place, il y a trop de films. Il y a trop de films, et puis en même temps, ils prennent des films qui marchent parce que moins en moins de spectateurs au cinéma aussi. Il faut que l'argent rentre, donc du coup, ils prennent des films de plus en plus commerciaux, donc il y a de moins en moins de place pour les films, on va dire, indépendants, même s'ils ont été produits dans un cadre officiel avec une société de production, etc. Donc, c'est déjà très difficile de sortir ce genre de film indépendant, mais en plus, quand il n'y a pas d'acteurs connus, bon, moi, dans mon film, j'ai 2-3 acteurs connus, mais ils sont pas non plus des superstars, donc du coup, voilà. Donc c'est difficile d'attirer l'œil des exploitants, donc des salles de cinéma, quand on n'a pas d'acteurs connus, et puis quand on a fait un petit film dont ils n'entendent pas parler, parce que forcément, comme c'est un film sans agrément, donc le distributeur n'a pas d'attaché de presse, c'est moi-même qui contacte les journalistes, donc c'est très difficile, certains répondent pas, enfin, donc du coup, voilà, ils n'ont pas entendu parler du film, donc c'est difficile d'attirer l'œil des exploitants vers ce genre de film, quoi. Petite question, peut-être pour nos spectateurs. Ça fait 3 fois que vous parlez d'agrément. Je veux dire, c'est le numéro de visa du CNC. C'est quoi l'agrément? Quand on fait un film en France, on doit demander si on le projette un film en salle, pour ce les qui est enfants, normal. Voilà. Moins de 13 ans. Voilà, c'est l'ancien visa de censure. C'est le visa d'exploitation. Voilà, donc c'est plus clair. C'est le visa de censure, c'est le visa d'exploitation, en fait. Et s'il l'a pas, ça veut dire que... Ah non, il y a toujours un visa d'exploitation. Mais pourquoi vous dites il y a des cinémas qui veulent pas parce qu'il a pas... Non, ça n'a rien à voir. Le visa d'exploitation, c'est pas l'agrément. Alors l'agrément, le visa d'exploitation, c'est le CNC qui le donne. D'accord. Le CNC donne toujours un visa d'exploitation. Alors ça peut être interdit au moins de 12 ans. Donc il l'a reçu, Renaître. Oui, moins de 12 ans.
D'accord. Il a reçu le label interdit au moins de 12 ans, donc les spectateurs de moins de 12 ans sont interdits de le voir. D'accord. Même la bande-annonce, hein. Donc faut mettre le logo moins de 12 ans au début de la bande-annonce, au début du film, et sur tous les documents, affiches, etc. Et le visa d'exploitation, c'est ça. L'agrément. Et l'agrément, c'est une sorte de document qu'on donne. Mais qui le donne? Le CNC. Ah, aussi. Qui étudie tout le fichier. Tout le synopsis. Non, rien à voir. Tout le dossier administratif pour voir si les gens ont bien été payés. Ah. Et si les gens ont bien été payés, à ce moment-là, ils donnent l'agrément. Donc, si tu as l'agrément, si on a payé les gens. Mais comme vous les payez pas, vu que vous n'avez pas de budget. Donc, je n'ai pas l'agrément. C'est bien le problème, c'est que je n'ai pas l'agrément. Mais alors, il y a un truc, je comprends pas. C'est pour tuer le cinéma indépendant et underground. C'est ce que je disais, il n'aide pas le cinéma underground fait à la maison. Sauvage, enfin les home movies. On en voit quand même des films comme ça. Eh ben oui, mais ils sortent sans agrément. Ah, ils sortent sans agrément. Ah ben, ou alors ils ont pu eux payer les gens, et donc ils ont. Ou alors ils leur donnent des petits cachets de façon à avoir l'agrément. Bah ça veut dire payer les gens. De toute façon on peut pas payer. Payer, ça dépend combien on les paye. Au niveau syndical. Ah, au niveau syndical. Ah bah c'est obligé. Donc ça fait des fortunes parce qu'il faut payer les droits, les charges, voilà. Bon, enfin c'est bien ce que je disais au début, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement, c'est-à-dire un film sans agrément ne peut pas avoir de subvention. Donc du coup on peut sortir un film sans agrément, pas sans visa d'exploitation. Il faut toujours un visa d'exploitation, c'est le visa de censure, c'est-à-dire les gens qui vérifient si le film est visible par tout public ou pas. Et ça, c'est obligatoire. Mais par contre, moi, là, j'ai fait un papier au CNC comme quoi j'ai autoproduit le film. C'est possible. C'est-à-dire, il demande quelle est la société de production. Là, il aura l'agrément, du coup. Non. C'est-à-dire. Là, mais quelqu'un se teste. Non, c'est juste que le visa d'exploitation, c'est le visa de censure. Donc, c'est pour savoir à qui. Ben là-dessus, vous êtes au clair. Non, bien sûr. Mais je suis aussi au clair vis-à-vis du CNC. Comme moi, je n'ai pas l'agrément, je n'ai même pas demandé, parce que de toute façon, vous je ne peux pas le demander. Même dans les années 70, qui n'ont pas eu l'agrément. À l'époque, c'était difficile parce que c'était plus lourd. La réalisation en 35 mm, il y a le prix de la pellicule, il y avait après bon, tout le monde pouvait pas faire un film. Voilà, même en 16 mm. Donc déjà, il fallait quand même on voit comment dans le film donc Nouvelle Vague comment Godard qui a commencé à se lancer dans le cinéma, qui voulait faire un cinéma peut-être plus facile à faire et tout, il avait quand même ses impératifs de la production. Mais enfin là, on sort un peu du sujet parce que alors, j'avais encore 2 ou 3 petites questions. La première, mais on peut y répondre très rapidement, c'est qu'avec des personnes qui travaillaient comme vous, de façon d'ailleurs exemplaire, le plan de travail, il est complètement différent. Parce que par exemple, vous dites que quand vous avez un moment, vous allez en week-end à Marseille, vous faites votre film. Bon, mettons le plan de travail, je dis n'importe quoi, hein. Après-demain, là, c'est le week-end, vous allez à Marseille et vous avez prévu de tourner telle scène, mais qui doit se passer au soleil. Si ce jour-là il pleut, comment on fait? On modifie? Bon, en général, c'est compliqué. Très sincèrement. Oui, mais enfin, il arrive qu'il pleuve quand même. Hein. Mais il arrive qu'il pleuve, qu'il y ait des gros orages. Il arrive qu'il fasse du vent. Oui, alors le vent, c'est le plus compliqué. On fait avec. Hein. Si on a prévu de tourner ce week-end-là, on fait avec. Hein. Oui, par exemple, les gens doivent aller à la plage. Là, on peut. Ils vont au cinéma. On peut inverser le jeu. C'est pas tant le temps qui. Surtout à Marseille, j'ai eu gros problème. Des fois, j'ai eu du vent, mais bon, il y a des caches micro. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais je cache mon micro. J'arrive à filmer même avec du vent. Ça arrive aussi dans des films. Qu'on entende même le vent. Budget, qu'on entende le vent. Ils l'ont un peu masqué, mais on entend quand même le vent des fois, ce qui n'est pas dérangeant, c'est-à-dire on entend qu'il y a du vent, mais ça n'empêche pas de comprendre. Mais toujours est-il, ça c'est pas trop un problème, le temps. Hein. Après on s'adapte aux intempéries, puis je fais en sorte de pas trop tourner dehors, parce que comme je n'ai pas d'autorisation, on a le droit de tourner dans la rue quand on tient la main, mais c'est toujours difficile parce que il y a quelqu'un qui passe. Alors l'autre fois je tournais dans un parc avec caméra à l'épaule, donc j'ai le droit en fait, hein,
je dérangeais personne, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui est passé dans le champ. Non, pas dans le champ, mais qui s'est mis derrière et qui regardait. Et ça troublait l'acteur. Non, mais qui troublait l'acteur. Bah oui, alors, à un moment donné, l'acteur, j'ai vu qu'il y avait un truc. Moi, je l'ai pas vu, donc je me suis retourné. Il me dit, ça me gêne un peu. Alors, j'ai dit au monsieur, vous pouvez, voilà, j'ai pas d'assistant. Moi, je suis tout seul avec ma caméra. Donc, du coup, c'est parfois ce qui dérange le plus. C'est plutôt l'environnement plutôt que le temps. C'est-à-dire les gens qui passent ou des gens qui passent au moins qui font du bruit. Voilà, c'est plutôt ça. On peut pas couper une rue. Si ça peut vous rassurer, Federico Fellini, pour la Dolce Vita, il a eu les mêmes problèmes. Et c'est pour ça qu'il a dit, faites-moi la Via Veneto en studio. J'en ai marre que quand les gens passent, ils me disent, mais pourquoi tu l'as mise là, ta caméra? Il fallait la mettre ici. Et donc, déjà, lui, il était confronté à ça. Alors maintenant, j'ai un peu farfouillé un peu partout. Donc, j'ai trouvé que c'était vous qui aviez créé le premier festival LGBTQ à l'époque, je sais pas comment on appelait ça. Ça s'appelait Gay et Lesbien. Voilà, c'est ça. Gay et Lesbien, c'était plus clair que LGBTQ, je sais pas quoi. Ouais. Et pourquoi cette... Alors, moi, je viens de terminer un livre collectif sur Xavier Dolan, et je sais que Xavier Dolan, il a reçu la Queer Palm, il a refusé. Hein, pour son, je crois que c'était pour son film Lawrence Anyways. Il a dit non, je viendrai pas la chercher parce que c'est de la ségrégation. Moi, je pense que le cinéma, ça doit traiter de tous les sujets. Et c'est vrai, effectivement, je suis assez d'accord avec lui. Pourquoi vous, après on parlera d'un autre sujet, mais qui se rejoint. Pourquoi vous avez-vous choisi cette sorte de militantisme par le biais du cinéma? Parce qu'à l'époque, faut se replonger à l'époque. Alors l'époque, c'est quoi? C'est 1992. C'était la pleine hécatombe SIDA. Il y avait beaucoup d'amis qui mouraient du SIDA. Moi-même, j'avais peur de l'attraper. Et quand on attrapait le SIDA à l'époque, c'était on mourait. C'est-à-dire dans les 2 ou 5 ans, il n'y avait pas de remède. Il y avait la ZT, mais c'était très dur. Et même la ZT te tuait un peu. Hein. Donc, enfin, je crois. Hein. C'était très dur. Donc du coup, il y avait cette psychose de la peur du SIDA, de mourir du SIDA, pardon. Et il y avait des gens. Moi, j'habitais à Tours, où c'était une mairie réactionnaire de droite, Jean Royer, Nicole Gautras, qui disait des horreurs sur les homos, mais pas directement parce que elle critiquait en fait les distributions de préservatifs gratuits dans le cadre d'une fête, et ça a mis le feu aux poudres des militants déjà que j'étais. Je faisais partie de la maison des homosexualités de Touraine, je faisais partie du Point Gay, je militais déjà au sein des studios au niveau, on va dire, sociétal. Je faisais partie d'une association qui organise des débats de société qui s'appelait le Cinéma National Populaire au sein des cinémas studios, et je militais aussi au sein de la maison des homosexualités de Touraine. Donc on était conscient de toute cette agressivité ambiante, et donc quand on a été confronté à cette explosion de haine, déjà on a fait une manif devant la mairie. Et après, avec Philippe Perrol, qui travaillait au studio, un ancien militant gay de Tours aussi, des années 70, etc., plus âgé que moi, donc à l'époque, enfin il est toujours, on a décidé de créer ce festival parce qu'on s'est dit, ça va être un moyen, déjà, parce que c'était une nécessité de créer des festivals gay et lesbiens. C'était un des premiers non, c'était le premier festival, je crois, gay et lesbien. Après, il y a eu celui de Paris. Après, il y a eu des autres villes de France qui ont suivi. Et maintenant, c'est le plus vieux festival. Il s'appelait le Festival Autre Désir. Il est devenu Désir. Il était donc créé en 1992 à Tours par Philippe Perrol et moi. Et c'était une nécessité. C'est devenu Chéri. Non. Non, c'est devenu Désir. Chéri, c'est pareil. Et donc du coup, c'était une nécessité de leur montrer que il y avait de la résistance à leur discours de haine, hein, et il fallait rendre visible l'homosexualité, enfin tout simplement, donc à travers des films, à travers des écrans, et médiatiser tout ça. C'est-à-dire que, et j'ai eu la chance à cette époque-là, enfin je crois que c'était plutôt pour le deuxième,
Le premier, c'était un peu confidentiel, mais il y a des adhérents des studios qui ont déchiré leur carte d'adhérents en disant c'est inadmissible, un festival gay lesbien, ça ne se fait pas, enfin on doit pas faire ça, c'est donner une chance à ces anormaux, enfin voilà, enfin ce genre de truc. Et le deuxième festival, on a eu la chance d'avoir un article dans Libération, dans les pages société, c'était marqué 22 films gays à Tours. Alors là, je pense que ça a eu une influence sur au niveau de la mairie, ils devaient pas être trop contents, quoi. Alors moi non, enfin, c'était ça, hein, je veux dire, c'était cette période-là où il fallait réagir contre des discours réactionnaires, parce que non seulement il y avait il y avait le sida qui voilà, et en plus on avait des discours haineux, en plus c'était double peine, quoi, en fait. On avait le sida d'un côté et l'agressivité, la haine, l'homophobie de l'autre côté, donc il fallait quand même lutter comme on pouvait. D'un côté, lutte contre le sida, à laquelle je participais, hein, et lutte contre l'homophobie. Et pour moi, le festival Désir en 1992, enfin Autre Désir, il s'appelait comme ça, c'était un moyen de participer à cette lutte contre l'homophobie, quoi. Non, donc oui, j'entends bien dans ces années-là, bon, je comprends. Mais alors maintenant, moi je sais pas, un festival, je sais pas comment, LB, voilà, bon bref, est-ce que je vois pas trop l'intérêt de faire une semaine où les gens vont être gavés de films qui vont ne parler que de ce sujet, parce que enfin le cinéma, ça doit être universaliste aussi, non? Alors. C'est la question. C'est-à-dire qu'on aimerait tous arriver, mais il y a eu quand même un grand progrès, parce que maintenant dans les émissions télé ou même dans des films, il y a des personnages gays, oui, et ils sont complètement, on va dire, intégrés dans la différenciation, l'indifférence même. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la différence c'est devenu banal, quoi. C'est devenu banal, c'est devenu à égalité. Dans la norme, alors c'est presque une norme de voir un couple hétéro comme un couple homo dans un film, ou un personnage homo comme un personnage hétéro. D'accord. Mais on en est on n'en est pas encore là, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ne sont pas représentés souvent à l'écran. Je parle notamment des personnes trans, il y a encore une nécessité, même au niveau politique, elles sont pas encore représentées. Il y a encore la nécessité d'égalité, quoi, et d'identification à une image qui n'existe pas encore. Oui, pour certaines personnes. Donc il faut encore multiplier ce genre d'images pour que les personnes concernées ne se sentent pas exclues du monde, tout simplement. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, il faut pas non plus que ça devienne un automatisme, dans la mesure où quand même, bon, vous parliez des personnes transgenres, c'est pas la majorité de la population non plus. Non, mais voilà. Le propre d'une démocratie, faut arrêter que les gens croient qu'on leur bourre le crâne. Voilà, c'est non, simplement. À un moment donné, il faut que les choses soient. Je pense qu'on bourre plus le crâne des gens vis-à-vis de toutes les normes. Il y en a trop maintenant. Tout est normalisé, normatif. Alors il y a des quotas maintenant. C'est comme en Amérique dans les années 50. Il faut qu'il y ait dans le film, un noir, un trans, c'est plus du cinéma, ça. Bah oui, après, si on oblige le réalisateur, enfin, le ou la cinéaste à intégrer dans le film obligatoire. Si on oblige, je veux dire, si c'est obligatoire, on ne doit pas obliger, pour moi. Oui, c'est pas vraiment une obligation, mais enfin, ça devient un peu pénible. Peut-être que certains se sentent obligés de le faire, comme certains se sentent obligés de ne plus représenter de viol à l'écran parce que c'est pas bien. Donc il y a beaucoup d'interdits. Voilà, ou plus soft que les gens doivent pas fumer à l'écran. Voilà, on peut plus fumer parce que c'est pas bien. On peut plus faire un viol, alors que ça existe dans la réalité. Voilà. Et à l'écran, on doit montrer tout, parce mais que non, mais sinon, la création, c'est montrer le monde tel qu'il est déjà, puis aussi tel qu'on le ressent. Tel qu'on le ressent. Donc si on peut plus montrer des viols, des meurtres à l'écran, et puis des gens qui fument ou qui boivent ou qui prennent des drogues, on revient c'est un monde de binounours. Ce sera pas la peine d'aller au cinéma. Non, c'est-à-dire on vit dans un monde. Oui, non, mais sur le fond, on est d'accord, mais moi, j'ai peur je pense qu'il y a une nécessité. Que les gens soient lassés, qu'il y a trop de normes, alors, et que ce soit à l'échelon européen, partout, pour quoi que ce soit, hein, on va peut-être fermer la parenthèse, c'est pour ça que là, il y avait cet espace de liberté pour les homosexuels, et alors, on va revenir, et puis on terminera peut-être là-dessus, c'est votre nouveau film, donc, Renaître, que j'ai vu, évidemment,
justement, il a moins la coloration. Il y a un homosexuel. Pro-gay. Voilà. Alors, moi, le nom, pardon, c'est pas un mot, c'est Rainer Werner Fassbinder. Ouais. Pour ce film, j'ai pensé à lui. Ah oui, oui. Pas que parce que tous les autres s'appellent Ali, parce que je trouve que c'est une sorte d'hommage à ce film de Fassbinder, mais en même temps, il y a une espèce de gaieté. Voilà, on sort un peu du dolorisme que souvent, et c'est ça que je disais en début, dans vos films sur l'homosexualité, il n'y a pas ce problème de dolorisme, il y a même des scènes qui sont quand même assez drôles. Cet endroit de Marseille où il y a le travesti, est-ce qu'on peut dire ce mot? Oui. Transgenre, je ne sais pas comment on doit dire maintenant, il faut se méfier on va dire, il est transgenre, on va dire. Il est transgenre, voilà. Bon, et qui est là, bon, et la rencontre, alors la vieille dame, c'est pas une actrice professionnelle, non? Ah non. Elle est absolument formidable. Ah, elle est formidable, Rose. Elle est dans elle ce est décor. Spontanée, elle est dans son décor marseillais où elle a presque toujours vécu. Et surtout, moi j'aime beaucoup ne pas utiliser de professionnels parce qu'ils gardent cette fraîcheur. Et surtout, quand je vois quelqu'un, une forte personnalité, et qu'elle s'est improvisée, tchatcher, qu'elle n'a pas peur à la fois de parler aux gens, ni d'une caméra, qu'elle n'a pas peur de s'exprimer. Donc du coup, je me dis, lui ou elle peut être bonne actrice ou bon acteur, quoi. Donc du coup, je vois souvent ces gens-là qui ont une forte personnalité, qui osent parler, qui ont la tchatche. C'est comme ça que, dans mon film, il y a Annie Alba qui était aussi provençale avec son accent, qui n'avait jamais joué avant dans mon film Mes parents. Elle a joué dans Le Chanteur, elle a joué dans mon film The Sex of Madame H. Rose qui est en fait une amie de ma mère que j'ai rencontrée comme ça. Rose, c'est celle de Renaître. Oui, c'est l'actrice principale dont on parle, Rose Portes. Elle a une fraîcheur, je veux dire une spontanéité qui fait que j'ai eu envie de l'employer, enfin telle qu'elle est en vrai, c'est-à-dire avec son accent, sa façon d'être, ses propres mots, sa façon de parler. Et donc du coup, oui, j'aime toujours utiliser des noms professionnels comme ça, c'est-à-dire qui gardent. Mais je suis pas le seul cinéaste à faire ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser. Aussi parce que j'ai pas les moyens d'employer des professionnels. Si je contacte une star, elle va me dire contactez mon agent si j'arrive à la contacter. Ou alors si j'arrive à contacter l'agent, ils vont me dire vous n'avez pas de producteur, quel est votre producteur? Donc il est impossible de contacter la star. Où est-ce que vous avez 700 000 euros? Voilà, les barrières pour avoir une star dans son film sont tellement énormes que on est obligé d'aller vers des comédiens amateurs ou des comédiens ou des non professionnels, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais tourné. Et j'ai eu la chance que quelques comédiens professionnels dans ma vie me fassent confiance, donc comme Manuel Blanc, ou Béatrice de Staël ou Geoffrey Coué enfin voilà, il y en a eu quelques-uns qui m'ont fait confiance, mais j'en connais pas beaucoup. Mais par exemple, Abdelatif Kechiche, il a beaucoup travaillé comme ça, avec des noms professionnels. Ah oui, beaucoup travaillent avec des noms parce professionnels. Que mais même François Truffaut, lorsqu'il a trouvé Jean-Pierre Léaud, il a pris c'était un enfant, il n'avait pas fait d'école de théâtre ni de comédie. Alors, ce film-là, donc, il sort, on l'a dit, le 26 novembre. On espère qu'il trouvera des salles. J'espère aussi. C'est pas facile. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Moi, je veux pas le raconter, mais qu'est-ce que vous diriez pour nous donner envie d'aller le voir? C'est un film qui est pour moi, en fait, on peut raconter juste l'histoire en 2 secondes. C'est l'histoire d'une femme qui, suite à la deuil de son jeune mari comédien, qui adorait aller au Mexique, parce que toute la maison, je vous coupe, toute la maison, c'est ça aussi, est décorée avec dont un des ustensiles du film. Et je crois que même, c'est le papier, le Kleenex ou le papier toilette? Ah oui, non, c'est un Kleenex sur la table même. Les verres, les sous-tasses. Tout est assorti, tout est assorti. Voilà. Et parce qu'elle aime le Mexique, cette femme-là. Parce que parce que son ex petite amie adorait le Mexique, en fait, lui a fait découvrir le Mexique. Donc c'est un peu une cougar, cette dame, en fait. Alors oui, c'est l'histoire de cette femme qui perd son jeune mari comédien et qui
essaie de faire le deuil de son ami en rencontrant d'autres jeunes hommes que lui fait rencontrer son meilleur ami gay. Enfin, oui, voilà. Il lui arrange le coup, quoi. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, j'ai voulu faire ce film parce que c'était un film contre l'agisme, en fait. C'est-à-dire, les vieux aussi ont le droit c'est ce que dit Brigitte Fontaine dans sa chanson Prohibition, hein, les vieux ont aussi le droit de fumer, de baiser, de boire, oui. et de vivre, quoi, tout simplement, quoi. Mais surtout, moi, j'ai mis l'accent sur la sexualité, même si on dit que Rose, elle aime bien boire, elle aime bien danser, elle aime bien chanter, elle aime bien faire de l'amour. Et elle aime faire l'amour, elle le dit, j'aime les beaux gosses, voilà. Donc, elle aime les beaux gosses, elle aime se taper des beaux gosses, et j'ai mis l'accent dans le film aussi sur l'aspect graphique, c'est-à-dire que contrairement justement aux autres films qui avaient été faits sur le sujet, là j'ai voulu montrer un peu de façon graphique, c'est-à-dire vraiment un acte sexuel entre un corps, on va dire, fripé, ridé, et un plus jeune corps, assez beau, entre guillemets, parce que faut mettre la beauté, faut toujours mettre quelle définition de la beauté, parce que pour moi, le visage de Rose, avec ses rides en gros plan, n'est pas laid. Certains m'ont dit que ton film est laid. Parce que le visage de Rose, d'abord ils trouvent Rose laide, et puis en plus ils assimilent tout le film à l'aspect laid parce qu'il a été fait avec peu de moyens en fait. Donc tout ça, voilà, la définition de la beauté pour moi est très subjective en fait. Ça dépend de la période, de ton pays. Oui, voilà. Faut demander aussi à Baudelaire par exemple, il n'avait pas la même conception de la beauté. Exactement. La beauté, c'est aussi la beauté des laits se voit sans délai. Exactement. Donc, entre Gainsbourg et Baudelaire, je pense que les fleurs du mal, voilà, c'est tout. Et puis vous parliez de l'aspect graphique, qui servira d'affiche pour le film d'ailleurs. Oui, sauf qu'on n'a pas mis les vraies fesses, on a mis parce qu'elle est aussi peintre dans le film. Elle est pluriartiste. Mais il est très beau ce tableau. Alors est-ce que c'est elle qui l'a fait? Ah non. En fait, elle a commencé à dessiner les traits, les gros traits noirs des contours des fesses. Ah, ça c'est bien. Elle a quand même comme un petit coup de crayon, et après elle s'arrêtait là. Et après j'ai fait finir le graphiste. J'ai fait finir le tableau par un peintre célèbre qui s'appelle, célèbre, il est plus ou moins connu, Tom de Pékin, qui avait fait l'affiche de l'Inconnu du lac. Oui, qui avait fait scandale, cette affiche. Mais donc, du coup, il a fait, c'est un ami à moi depuis longtemps. C'est l'affiche du film. Maintenant, c'est devenu l'affiche du film à la demande du distributeur. Parce que moi, j'avais choisi une autre affiche. Ah. Mais laquelle vous préférez, alors? Moi, j'aimais bien une photo extraite d'une scène où elle se fait prendre par derrière, en fait. Ah oui, c'était un peu plus... Ah oui, mais on voit pas sur l'affiche qu'elle se fait prendre par derrière. C'est-à-dire, on voit un visage qui ouvre la bouche, on ne sait pas si elle a peur ou si elle jouit, en fait. Des fois, la mort et la jouissance, ça se rejoint. Oui, Eros et Thanatos. Voilà. Donc, du coup, elle est comme ça. Et puis derrière, on voit une tête de mort. En fait, c'est le mec qui la pénètre par derrière, mais on voit pas qu'il la pénètre. Donc, on voit une tête de mort et elle qui fait ça. Donc, oui, parce que dans le film, on peut le dire peut-être qu'elle aime faire l'amour avec. Il faut que son partenaire porte le masque. De son ami mort. Voilà, les masques de. Oui, on la fête des morts un petit moment du film, mais bon, voilà. C'est pas grave. Non, bon, ça allait. Très bien, ouais. On a plutôt parlé de l'aspect économique, mais c'est... Au début, après, non, on a parlé de l'homosexualité. Après, oui, du côté j'ai essayé de pas être trop langue de bois, parce que moi, j'aime pas trop ça, mais enfin, on aurait pu creuser le problème encore un peu plus. Mais enfin, ça donne des pistes.